Kinshasa, merci de rejoindre Télé 50 pour vous informer. Contrairement à ce qui a été dit dans certains médias internationaux, 120 ex-combattants du M23 sont arrivés à mercredi à Kamina, au Katanga. Ils font partie de ceux qui ont accepté librement de retourner en RDC pour leur réintégration sociale. Il ne s'agit que d'un premier groupe puisque l'opération de rapatriement volontaire va s'étendre jusqu'à ce que le dernier d'entre eux quitte le sol ougandais. Cette opération entre dans le cadre de la déclaration de Nairobi signée en décembre 2013. Colis à la main, visage un peu fatigué suite au long voyage qu'ils viennent d'effectuer depuis l'aéroport militaire d'Entebbe en Ouganda, ces 120 ex-combattants M23 sont effectivement arrivés mercredi à Kamina, dans la province du Katanga. Déjà amnistiés, ils ont accepté volontairement de rentrer chez eux en RDC et intégrer le processus DDR. Parmi eux, une femme qui a été sous-officier dans l'ex-mouvement rebelle. Le mot de bienvenue est du colonel Nyembo, commandant de la base militaire. Tout va bien se passer. Nous avons des instructions de la hiérarchie et la hiérarchie a mis en place tout ce qui est nécessaire à la vue d'un homme dans la ville. Tard dans la soirée de mardi, c'est à l'aéroport militaire d'Entebbe que le protocole d'accord de rapatriement a été signé entre la RDC, représenté par le coordonnateur du mécanisme de suivi François Mwamba, l'Ouganda par son ministre des Affaires étrangères, Oryem Okello, la CIRGL, son secrétaire, et la SADC. Et les 120 combattants maintenant sous la responsabilité du gouvernement de la RDC. Le protocole qui vient d'être signé entre notre pays et l'Ouganda fixe le cadre à partir duquel ce processus qui démarre aujourd'hui avec 120 combattants qui rentrent au pays va se poursuivre jusqu'à ce que le dernier Congolais, membre de l'ex-mouvement M23, puisse être rapatrié. Pour ces ex-combattants qui viennent de passer plus d'une année dans un camp de réfugiés en Ouganda, c'est un motif de joie de retourner chez eux. Non, c'est une acceptation volontaire et ce n'est pas forcément. Oui, simplement je demande d'assurer notre sécurité. La guerre, ce n'est pas beau, vraiment. Je ne sais pas comment je peux expliquer à cause de la guerre, mais je conseille à toutes les patriotes congolaises de ne pas vraiment entrer dans la guerre, ce n'est pas beau. Un échantillon d'armes et munitions récupérées a été présenté aux autorités congolaises. Au cours d'une cérémonie officielle, près de 7 tonnes d'armes et autres véhicules volés lors de leur débandade seront remis à la République démocratique du Congo. Sachez qu'après la visite du chef de l'État à Béni au mois d'octobre dernier, suite aux affres subies par la population de ce coin du pays, particulièrement des femmes et des enfants, sa représentante personnelle en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants a effectué une visite de solidarité et d'écoute des victimes à Béni. Occasion également pour Janine Mabunda d'échanger avec les autorités provinciales. Les tueries ne doivent pas nous décourager, mais plutôt nous aider à aller de l'avant. Tel est le message du chef de l'État Joseph Kabila à la population de Béni lors de sa visite dans ces coins du pays en octobre dernier, avant d'en appeler à l'appui de la population pour le rétablissement de la paix. Depuis près de 2 mois, la population de cette ville est victime des carnages et des actes odieux qui touchent particulièrement les femmes et les enfants. Voilà qui justifie cette visite de solidarité et d'écoute de cette population par sa représentante personnelle en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants. Tour à tour, Janine Mabunda s'est entretenue avec les autorités provinciales, notamment le gouverneur de province, le maire de la ville et l'administrateur du territoire de Béni. Mais elle a également rencontré toutes les couches de la population et visité les orphelins du dernier carnage. Dans sa gibecière, du savon, des sacs de riz, de haricots, de maïs, de sel pour cette population. S'il y a ne fût-ce qu'un seul viol, c'est inacceptable. Inacceptable et c'est dans ce sens-là que le chef de l'État avait promis au territoire de Béni que nous viendrons de façon plus particulière pour partager avec nos sœurs, nos filles, nos tantes, nos grands-mères du territoire de Béni et particulièrement à Wisha par rapport à toute cette répétition de violences et de massacres que personne n'accepte en République démocratique du Congo. Il y a 149 territoires en République démocratique du Congo et Béni fait partie de la République démocratique du Congo et donc nous allons être vigilants pour mettre un terme à ces violences sur les femmes et sur les enfants.
La représentante personnelle du chef de l'État a clôturé les 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles auxquelles a pris part plus d'une centaine de femmes de Béni. Je vous l'annonçais en titre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, a été reçu en audience à l'Assemblée nationale par le président de la Chambre basse et le secrétaire général de la AMP, Aubin Minakou. Évariste Bochab était venu présenter ses civilités au président de l'Assemblée et faire le point sur les réformes et la production législative. Après avoir conféré avec plusieurs membres du gouvernement nouvellement nommés, dont le 2 vice-premiers ministres, ce mercredi, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndialandjoko, a reçu en audience le numéro 2 du gouvernement Matata, Évariste Bochab, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Soucié d'établir de passerelles de collaboration devant concourir à la réussite des réformes envisagées pour la réussite du processus démocratique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a effectué les déplacements du bureau du président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou Ndialandjoko. Il me fallait à tout prix venir présenter les civilités au président de l'Assemblée nationale. Vous savez que dans le programme qui m'est assigné, vous avez suivi particulièrement les discours du président de la République sur l'état de la nation. Il doit y avoir plusieurs réformes. Mais les réformes législatives ne peuvent pas s'imaginer sans l'appui et sinon l'accord de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi je suis venu présenter mes civilités au président de l'Assemblée nationale. Avoir en quelque sorte sa bénédiction pour que nous puissions entamer ces réformes qui sont importantes pour la démocratie dans notre pays. Un autre membre du gouvernement réussi, c'est Elvis Moutiri, ministre national du tourisme. Ce député élu de Goma, au Nord Kivu, était venu présenter ses civilités au président de l'Assemblée nationale et promet une gestion orthodoxe de son ministère. Toujours à l'Assemblée nationale, le caucus des députés originaires de l'Ituri a été reçu en audience ce mercredi par le président de la Chambre basse, Aubin Minakou. Ces derniers ont été sensibilisés par le secrétaire général de l'AMP à la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale, réclamant leur représentativité dans les institutions de la République. Ils ont reçu des éclaircissements d'Aubin Minakou. Ils sont tous députés nationaux élus de la province orientale, originaires de l'Ituri. Ce mercredi, ils ont été reçus par le président de la Chambre basse du Parlement congolais et secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou Ndialandjoko. Ces députés de l'Ituri ont été édifiés par le secrétaire général de la majorité présidentielle en rapport avec la représentation des ressortissants de l'Ituri dans les institutions de la République. Le calme est revenu et nous avons aussi envoyé un signal fort à l'Ituri pour que la population s'apaise, que la population soit calme, parce que le président de l'Assemblée nous a promis, et c'est lui, le secrétaire général de la majorité présidentielle. Apaisés, ces élus ont affirmé leur appartenance à la majorité présidentielle et promet un soutien sans faille au président de la République, Joseph Kabila Kabange. Plus de temps à perdre, l'heure est au travail pour le gouvernement de cohésion nationale. En séjour à Kinshasa, le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, est allé à la rencontre respectivement des ministres Kambinga de l'industrie et Bolengekete des affaires foncières pour discuter des enjeux. Sa province, autrefois troisième pôle économique de la RDC. Jean Bamanissa n'aura pas attendu longtemps pour s'entretenir avec les nouveaux membres du gouvernement. Le premier, c'est celui de l'industrie, la province orientale étant réputée pour sa capacité industrielle avec notamment l'achèvement de la production de l'électricité de la centrale Chopo 2 et le projet de construction de la nouvelle cimenterie. Je suis venu voir avec le nouveau ministre comment est-ce que ce projet pourrait être relancé pour pouvoir résoudre les problèmes de l'approvisionnement de ciment en province orientale et plus loin, parce qu'il ne faut pas seulement regarder Kisangani, il faut voir comment est-ce que nous pouvons emmener le ciment à Eziro, à Bouta, jusqu'à Ouacha, etc., que de dépendre de l'importation. Pour le nouveau ministre de l'Industrie, les dossiers dont il hérite ne peuvent trouver solution que grâce à l'expertise et à l'implication de tout un chacun.
Dans un premier temps, il s'agira effectivement d'établir une stratégie d'évaluation de la situation. Ensuite, d'avoir, après harmonisation avec le Premier ministre, chef du gouvernement, les orientations nécessaires pour aller sur terrain et faire redémarrer ce projet. Il ne faut pas oublier que c'est un engagement du chef de l'État. Les entretiens avec Germain Combinga terminés. Direction les affaires foncières pour des civilités au ministre Bolenge Tengue. La nouvelle équipe conduite par le Premier ministre Matata Ponyo et les nouvelles expertises vont certainement faire un pas de plus par rapport à ce qui était déjà très bien fait, sous la vision évidemment du chef de l'État. La modernité que nous cherchons passe par les affaires foncières. Présentation des civilités de Jean Bamanissa au ministre, oui. Il restera quand même cette interrogation. Pourquoi seulement ou pourquoi en premier les ministres de l'Industrie et des Affaires foncières? Rendons-nous au Katanga où le gouvernement provincial a octroyé un terrain à la coopération japonaise pour la construction d'un centre de formation professionnelle à Lubumbashi au profit de la jeunesse de cette province. Cette annonce a été faite par le ministre près le gouverneur Edmond Baz qui a reçu au nom du gouverneur Moïse Katumbi la délégation de la JICA conduite par l'ADG de l'INPP Maurice Chikuya. À l'absence du gouverneur du Katanga Moïse Katumbi, c'est le ministre près le gouverneur Edmond Banzo qui a échangé avec la forte délégation de la coopération japonaise JICA, conduit par l'ADG de l'INPP Maurice Chikuya. Ces échanges ont tourné sur la construction à Lubumbashi d'un centre moderne des formations professionnelles au profit de la jeunesse de cette province. Ce projet bénéficie déjà d'un terrain, dont du gouvernement provincial du Katanga, qui tient à la réalisation d'un projet important pour la province. Nous avions besoin du concours du gouvernement provincial pour avoir un terrain capable d'abriter toutes ces constructions-là. Je suis très heureux de vous annoncer que le gouvernement provincial nous a donné suffisamment de terrain. Katanga, en fait, on était en train de confirmer les points importants concernant l'importance de la formation à Katanga et bien la pertinence de la formation qui va améliorer par le projet. Un contrat a été signé entre les deux parties au siège de cette institution afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets dans un court délai. Ce que nous venons de signer au jour d'aujourd'hui, c'est un document important, d'autant plus que c'est ce document-là qui ouvre la voie à la construction de nouveaux sites de l'INPP Katanga. La réalisation de ces projets est une opportunité pour le Katanga, qui constitue les poumons économiques de l'RDC, de créer des différents emplois pour la jeunesse de cette province. Changeons de cap, à l'Union panafricaine de la jeunesse, la nouvelle présidente, la Congolaise, Francine Muyumba, a officiellement pris ses fonctions. Elle et son comité ont pris les commandes de l'organisation à la suite d'une cérémonie de passation de pouvoir à Khartoum au Soudan, où est basée cette organisation africaine. Et déjà, la nouvelle présidente est rentrée à Kinshasa, accompagnée de tout le comité exécutif pour la première réunion, celle qui va valider le plan d'action de la décennie de l'UPJ. Francine Muyumba, la nouvelle présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, a séjourné au Soudan, précisément à Khartoum, ville qui abrite le siège de l'organisation qu'elle dirige depuis son élection le 29 novembre dernier. Ici, l'objectif est de prendre part à la cérémonie de passation de pouvoir au siège de l'organisation et rencontrer les autorités et les leaders de la jeunesse soudanaise. Sur place, accompagnée de toute son équipe, elle aura un agenda chargé. Côté autorité, elle va s'entretenir avec 2 membres du gouvernement soudanais, les ministres d'État en charge des affaires étrangères, puis celui de la jeunesse, occasion pour la nouvelle présidente de présenter ses civilités et leur faire connaissance de son équipe. Entre la jeunesse soudanaise et l'Union panafricaine de la jeunesse, la collaboration avec le nouveau comité sera historique. D'où le sens de ce cadeau symbolique venant de ses amis de carrière. Dans ses activités, Francine Muyumba a également échangé avec la presse locale. Et de ce séjour, le moment tant attendu était la cérémonie de passation de pouvoir. Une cérémonie riche en émotions qui marque l'histoire du continent et du monde, faisant d'elle la première femme à occuper ce poste. Et son pays, la République démocratique du Congo, la première nation francophone. Juste après les activités du Soudan, la voilà de retour à Kinshasa avec toute son équipe composée de 12 membres représentant toutes les régions africaines.
C'est la capitale congolaise qui a été choisie pour la première grande réunion du comité exécutif. Laquelle réunion, dont les travaux prendront 2 jours, est axée sur l'élaboration et la validation du plan d'action.